Salut Internet, bienvenue dans ce 4e épisode de Cinéma Arena, l'émission qui fait combattre des films cultes. Let's get ready to rumble! Dans ce 4e épisode, il sera question d'invasion extraterrestre. Ah, je kiffe ça, les petits hommes verts, les ovnis, Roswell et tous ces trucs. Non, et désolé par avance pour les fans de la théorie du complot, du signal WO, des reptiliens, du Black Knight de l'Atlantide ou des pyramides extraterrestres. I want to believe! Non. Ici, il s'agira de plantes à fleurs et de monstres protéiformes. Alors ouvrez grand vos mirettes, posez vos cahiers du cinéma, sortez les bières du bac à légumes. Ici, pas de pipeau, ça va sentir le sang, la sueur et le cambouis. Bienvenue dans Cinéma Arena. Le monde du cinéma est cruel. Nous nous pencherons donc aujourd'hui sur deux monuments du cinéma de science-fiction, j'ai nommé L'Invasion des Profanateurs et The Thing, deux films que nous vous conseillons évidemment si vous ne les avez pas vus. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que dans cette chronique... Spoiler. Et moi, je reste tranquille. Qui de la plante à fleurs ou du ventre à dents aura le dernier mot? Commençons donc sans plus attendre à compter les points avec la pesée. 210.5. The Challenger. Cassius Clay, 210.5 pounds. L'Invasion des Profanateurs, sorti le 20 décembre 1978 et réalisé par Philip Kaufman, raconte l'histoire d'Elizabeth Driscoll qui s'étonne un jour du comportement bizarre de son compagnon. Elle en parlera à son ami Matthew Bennell qui lui aussi se rendra compte que de plus en plus de gens commencent à se comporter de manière étrange. Help! Help! They're coming! They're coming! Listen to me! Ensemble, ils découvriront qu'une plante extraterrestre est à l'origine de ce changement en ce qu'elle remplace les humains durant leur sommeil par des doubles parfaits. C'est alors qu'ils se lanceront avec d'autres rescapés dans une lutte sans merci pour sauver l'espèce humaine. Le film sera plutôt un succès à sa sortie et décrochera 2 Saturn Awards et capitalise aujourd'hui plus de 24 millions de dollars de recettes pour un budget d'environ 3,5 millions. The Thing, sorti le 25 juin 1982 et réalisé par John Carpenter, raconte l'histoire d'une équipe de scientifiques vivant dans une base en Antarctique. Un jour, un hélicoptère à la poursuite d'un chien les survolera avant d'exploser en tuant ses occupants. Le chien sera recueilli dans le chenil de la station, mais rapidement, le petit groupe découvrira qu'il ne s'agit pas véritablement d'un chien, mais d'une forme de vie extraterrestre féroce, imitant les organismes avec qui elle entre en contact. Pris dans une grande tempête de neige, les occupants de la station tenteront alors par tous les moyens d'éradiquer cette menace pour l'humanité. Le film aura un succès très relatif à sa sortie, en remboursant à peine ses 15 millions de dollars de budget, mais trouvera véritablement son public en devenant mythique lors de son exploitation vidéo. Il se place aujourd'hui juste en dessous de l'Invasion des Profanateurs dans le box-office des remakes de science-fiction et sera nominé 2 fois aux Saturn Awards, sans néanmoins décrocher aucune récompense. Le point pour Kaufman. Comme vous le savez peut-être, ces films font partie d'une suite de remakes. Attends, je comprends pas. Ces films, c'est pas déjà des remakes? Si, mais il y aura des remakes de ces remakes. Et pour l'Invasion des Profanateurs, il y aura même un remake du remake du remake du film original. On va éclaircir tout ça. L'Invasion des Profanateurs de Sépulture est au départ un film en noir et blanc de 1956 réalisé par Don Siegel. C'est un classique du genre assez novateur pour l'époque que je vous conseille grandement. From another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet. Il y aura ensuite un premier remake en 78, L'Invasion des Profanateurs dont nous parlons aujourd'hui, et un deuxième remake en 1993 nommé Body Snatcher, réalisé par Abel Ferrara, que je trouve pas terrible, et qui fut un énorme échec commercial en ne réalisant que 500 000 dollars de recettes pour 13 millions de budget. Suivra enfin un dernier remake nommé Invasion, sorti en 2007 avec Nicole Kidman et Daniel Craig, qui sera là aussi un échec commercial retentissant. Pour The Thing, le premier film nommé The Thing from Another World est là aussi un film en noir et blanc sorti en 1951, réalisé par Christian Nyby et Howard Hawks. C'est un grand classique des films de monstres comme il y en avait des dizaines à l'époque. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. On fait en effet difficilement mieux dans le style rétro cheap, c'est de la jolie réal et un vrai régal pour les amateurs de genre. Suivra donc 31 ans plus tard le remake de Carpenter qui nous préoccupe aujourd'hui, et en 2011 sortira un préquel nommé The Thing. Ce film raconte ce qui se passe juste avant celui de Carpenter. Bref, pour en revenir à nos moutons, je dirais que malgré un troisième opus plus ou moins intéressant, la saga des The Thing est tout de même plus réussie, ou disons a connu moins d'échecs retentissants que celle des Profanateurs, et le point va aux scientifiques. On retrouvera pour le casting des Profanateurs Veronica Cartwright, oui celle des oiseaux et de Alien, qui ma foi propose une prestation tout à fait réussie.
Tantôt entrepreneuse souriante, tantôt naïve, mais toujours à deux doigts de la crise de nerfs. Jeff Goldblum tiendra le rôle de son mari, Jack, poète paumé idéaliste passant inaperçu. Son interprétation sera sans fausse note, mais sans grande prise de risque. Mais bon, c'est Jeff et on l'aime. N'oubliez pas de vous laver les mains avant de manger, hein. Pour les rôles principaux, nous aurons Brooke Adams dans le rôle d'Elizabeth, que l'on pourra retrouver dans Les Moissons du ciel de Malick ou dans Dead Zone de Cronenberg. Là aussi, une interprétation réussie qui nous donne à voir un personnage tiraillé entre sa combativité et son désarroi face à cette situation, entre son couple et sa relation ambiguë avec son ami Matthew. Matthew, justement, campé par l'immense Donald Sutherland, sera parfait du début à la fin. Son interprétation subtile et nuancée nous permettant de saisir dès les premiers instants tout l'humour de ce personnage, ballotté sans cesse entre l'inquiétude grandissante d'Elizabeth et le désir refoulé qu'il ressent à son endroit. David, you're killing me. Il est tellement bon que même moi, je suis sous le charme quand il fait du gringue à Elizabeth. You want some more wine? Ça fait comme des petits papillons dans le ventre. On finira par un spécial guest particulier puisque nous retrouverons dans le rôle du docteur Kibner, Leonard Nimoy, qui est et restera pour toujours l'incontournable ambassadeur mi-homme mi-vulcain, j'ai nommé Monsieur Spock. Pour le casting de The Thing, nous retrouverons dans les rôles principaux Keith David, que l'on pourra voir dans Platoon ou Requiem for a Dream, qui tiendra le rôle de Child, le mécanicien de la station. Il jouera parfaitement son rôle d'homme fort et déterminé tenant tête à Macready. Nous retrouverons aussi Richard Masur, que l'on pourra voir dans Les Portes du Paradis de Cimino ou dans Les Patriotes de Rochamps, qui jouera Clark, le responsable cynophile de l'équipe. Il sera particulièrement apprécié dans ce rôle de taiseux à grande paluche au cœur tendre, aimant par-dessus tout ses chiens. Pour finir par le commencement, nous retrouverons l'unique et grandiose Kurt Russell. Je ne vous ferai pas l'affront de lister sa filmographie, sachez néanmoins que je vous conseille dans celle-ci le fantastique Escape from New York de Carpenter et Boulevard de la Mort de Tarantino. Il sera évidemment magistral dans le rôle du pilote d'hélicoptère alcoolique, ce chien sans collier qu'est Macready. Pas étonnant puisque le rôle a été écrit pour lui par Carpenter. Checkmate. Ah Kurt, comment décrire ce que je ressens quand je te vois? Tu es le grand frère qu'on aurait tous aimé avoir. Cool et désinvolte, souriant et dangereux. J'aurais voulu faire les 400 coups avec toi et picoler du whisky sur les toits de New York en refaisant le monde. Tout ça pour dire que malgré un casting sans faute, une interprétation sans couac et un Kurt Russell en pleine forme pour The Thing, le casting de l'Invasion des Profanateurs est sacrément bien ficelé. Entre Donald Sutherland, Veronica Cartwright et Jeff Goldblum, c'est une distribution de haut vol ne laissant aucune chance aux acteurs de The Thing, et le point des castings va aux plantes vertes. Maintenant que les présentations ne sont plus à faire, nous allons pouvoir nous jeter sans retenue dans la baston, en commençant par l'image des deux films. Une fois n'est pas coutume, on retrouve encore des directeurs de la photographie de choix. Michael Chapman, Celui des profanateurs. a par exemple réalisé l'image de Taxi Driver, de Raging Bull ou de 6 jours et 7 nuits. Et Dean Cundey Celui de The Thing. a par exemple travaillé sur La Nuit des Masques, sur les 3 Retours vers le futur et sur Jurassic Park, rien que ça. Au plus grand des calmes. Pour les profanateurs, Chapman nous propose un traitement visuel se rapprochant de celui d'un film noir. Il a de l'idée et n'hésite pas à nous proposer de forts débulés, des caméras épaules culottées et immersives, des cadres et des mouvements inattendus. This just a case of paranoia, Mr. Bennell. C'est évidemment sur l'utilisation de la lumière que Chapman tire son épingle du jeu. On retrouve les grands traits de caractère des films noirs avec des pénombres très prononcées, des lumières très tranchées et de très belles ombres portées. Ces plans de feu sont absolument typiques des films noirs. Des plans de quoi? Mais y a pas de feu dans le film. Un plan de feu, ou light plot en anglais, désigne un plan que prévoit le directeur de la photographie avec son chef éclairagiste. Il désigne le placement des projecteurs par rapport au décor et au mouvement de caméra. Dans un film dit normal, l'immense majorité des films, on crée un éclairage dit en 3 ou 5 points. Une key light qui est la lumière principale sur le sujet, une fill light qui relève le niveau lumineux de l'autre côté du visage, et une backlight ou kicker qui sépare le sujet du décor. Pour les films noirs, le principe est de ne pas ou peu diffuser la keylight pour créer des ombres marquées sur les visages et de renforcer la backlight en omettant volontairement la fill light. Ce que fera beaucoup Chapman dans Les Profanateurs. Tout ça participant du fait que le film possède une identité visuelle très prononcée à des kilomètres des films hollywoodiens de l'époque. Pour The Thing, Cundey nous propose une image beaucoup plus léchée. Peu de caméra épaules, mais des cadres équilibrés conjugués à de très beaux mouvements de caméra. Le travail de la lumière est aussi assez remarquable, notamment en ce qui concerne l'éclairage des monstres et autres joyeuseries du genre. Dans le making-of, on nous apprend que pour les éclairer, Cundey a parfois utilisé jusqu'à 20 petits projecteurs d'appoint. C'est un travail malgré tout plus traditionnel de l'image, qui montre plutôt qu'il ne dit. Personnellement, je trouve que le classicisme esthétique de Cundey manque un peu d'audace, contrairement au travail de Chapman sur Les Profanateurs. Et le point de l'image va naturellement aux plantes vertes.
Je me permettrai simplement d'ajouter que ce n'est pas très étonnant. En effet, si dans Les Profanateurs il y a en réalité peu de choses à montrer, j'entends par là que l'on voit peu de transformations ou d'effets, et que le sentiment d'angoisse et d'étrangeté ne peut venir que de l'image et de la mise en scène, dans The Thing, il y a énormément de choses à montrer. On ne compte plus le nombre de séquences de transformation sanguinolente ultra gore, et le sentiment d'étrangeté s'exprime dans l'image. Pas besoin d'en rajouter. Nous allons maintenant faire un petit détour par le scénario de ces deux invasions. Nous remarquerons tout d'abord que ces deux films fonctionnent en 6 parties. Un prologue, 4 actes et un épilogue. Et ensuite le fait que la construction de ces deux scénarios est assez semblable, pour ne pas dire quasiment identique. Lors des prologues, on nous montre simplement l'arrivée extraterrestre sur Terre, séquence d'ailleurs très réussie dans l'invasion des profanateurs. Vient ensuite le premier acte où on plante le décor et où on laisse entrer la menace, qui semble encore inoffensive dans ce quotidien. Elisabeth ramène la fleur chez elle et Clark ramène le chien dans la station. L'acte se finissant de la même manière dans les deux cas, la menace entre en contact rapproché avec un des personnages. Jeffrey, le compagnon d'Elisabeth, s'endort à côté de la plante et le chien entre dans une pièce de la station où il y a quelqu'un. Dans le deuxième acte, on se rend compte que quelque chose cloche. Elisabeth ne reconnaît plus son compagnon et découvre qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. On visite la base d'où venait l'hélicoptère et on découvre un cadavre difforme incinéré. Et finissent de la même manière, on découvre de visu la réalité de la situation. Nancy et Jack trouvent le double en gestation de Jack, toute l'équipe assiste à la transformation du chien dans le chenil. L'acte 3 sera celui de la réflexion et du combat. Matthew sauve Elisabeth de chez elle avant qu'ils ne soient tous poursuivis par les doubles. L'équipe de scientifiques subit les attaques répétées de la chose et passe le test du sang pour savoir qui est humain et qui ne l'est plus. Cet acte finira par un repos de courte durée. Matthew et Elisabeth se cachent dans leur bureau et l'équipe de scientifiques, désormais dirigée par MacReady, sait qu'aucun de ceux présents n'est infecté. L'acte 4 sera celui du climax. Matthew et Elisabeth échappent au double, mais Elisabeth s'endort et meurt dans les bras de Matthew, qui va alors tenter d'attaquer de front la fabrique de Cos. MacReady découvre que Blair est infecté et qu'il construit un vaisseau pour s'enfuir. Mac, Child et Gary décident alors de faire exploser toute la station, pour finir de la même manière la destruction de la fabrique de Cos et l'explosion de la station. L'épilogue sera l'acte des conséquences. Matthew évolue normalement dans une population entièrement transformée, et MacReady et Child boivent un dernier verre dans les ruines calcinées de la station, en attendant de mourir de froid. Dis-moi, mais c'est super joyeux tout ça. Ouais, c'est clair. Surtout qu'à la fin des Profanateurs, on apprend que Matthew est devenu l'un des leurs. Bien. Malgré ces ressemblances de structure, ces deux scénarios fonctionnent en réalité très différemment. Dans Les Profanateurs, nous retrouvons une foule de détails qui nous poussent à comprendre la réalité de la situation avant les protagonistes. Les camions poubelles qui se remplissent de restes qu'on suppose humains, le fait que les personnes qui mutent sont fatiguées, ont les lèvres gercées, la peau sèche, les habitudes de Jeffrey qui changent, etc. Autant de détails qui se font symptômes pour les diagnosticiens que nous sommes. Stand up. Now walk around. Honey, I'm dry. I'm very dry. I'll get you something to drink. Just don't fall asleep. Pour The Thing, c'est l'inverse. Par un jeu de hors-champ et d'ellipses, le scénario fait tout pour nous faire suspecter chacun des personnages. Nous ne savons pas qui est la chose au même titre que les protagonistes et la découvrons avec eux lorsqu'elle surgit. I thought you'd feel that way, Gary. You were the only one that could have got to that blood. We'll do you last. Bon, à Brège, nous on veut juste savoir qui marque le point. Eh ben justement, ces scénarios sont si semblables et différents que j'arrive pas à les départager. Alors, je vais donner un point au Profanateur pour la qualité de ses dialogues et la profusion de détails scénaristiques, et un point à La Chose pour la qualité de son intrigue et l'inattendu de ses rebondissements. Mais tu peux pas faire ça, c'est nul. Alors déjà, je fais ce que je veux puisque c'est moi qui écris. Ouais, c'est ça. Compte là-dessus et bois de l'eau. Et ensuite, je te jure, je peux vraiment pas faire autrement. Tiens, même sur les facilités de scénario, il y en a des deux côtés. Genre quoi? Bah, genre, dans Les Profanateurs. Comment est-ce que le double inachevé de Jack disparaît de la pièce quand ils reviennent? Et pour The Thing, on voudrait nous faire croire qu'en étant enfermé, Blair a eu le temps de creuser un énorme tunnel et de construire un vaisseau spatial avec les restes d'un hélicoptère? Ouais, c'est vrai que c'est abusé quand même. Plutôt ouais. Un point partout, la balle au centre. Et si nous jetions un œil maintenant sur les décors des deux films? Charles Rosen, le chef décorateur de l'invasion des Profanateurs, a par exemple travaillé sur Les Producteurs, Taxi Driver ou encore sur Flashdance. Il propose ici une suite de décors assez ordinaires, répondant bien à l'idée de Kaufman d'inscrire son film dans le familier et le quotidien de San Francisco. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aucune scène ne sera tournée en studio. Ça, et le fait que le budget du film est extrêmement limité. Ça coûte en effet moins cher de louer des lieux pour tourner dedans que de les concevoir et de les construire en studio.
Pour The Thing, c'est John Lloyd qui s'y colle. Il a travaillé sur les décors des Blues Brothers, de certaines productions d'Hitchcock et sur plusieurs Y a-t-il un flic. Il propose ici une station scientifique plus vraie que nature, entre réalisme assuré et clin d'œil assumé au film de Nibby et Hawks. L'intérieur étant totalement tourné en studio et l'extérieur étant construit dans le parc national des glaciers en Colombie-Britannique. Bien. Je ne suis pas très fan des décors de l'invasion des profanateurs. Alors certes, le cahier des charges impliquait des décors anti-spectaculaires, et oui, le salon de massage ou la librairie sont sympas et la fabrique de cosses plutôt bien foutue, mais... Ouais. Exactement. Je trouve que malgré tout, les décors ne sont pas très charismatiques. Pour The Thing, je trouve que les décors extérieurs sont vraiment bien foutus, tout simplement parce qu'on y croit. Entre les monceaux de neige accumulés sur les façades, les projecteurs qui encerclent la station, les aérations qui fument et les différentes petites annexes, ça donne une sensation de décor plus vrai que nature. Pour les intérieurs, je trouve qu'ils parviennent bien à nous donner l'impression d'un lieu qui vit, et pas justement celle d'un décor en studio. Mon décor préféré étant la station des Norvégiens complètement carbonisée, une suite de pièces brûlées vives, figées dans la glace immortelle de l'Antarctique. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que tourner à la fois en studio et en décor extérieur, ça pose des vraies problématiques de production et de réalisation. Prenez ces quelques plans par exemple. Eh bien ce plan-là a été tourné dans les décors naturels en Colombie-Britannique et celui-ci l'a été dans les studios de Los Angeles des semaines plus tard. Ces deux-là sont tournés en studio et le point de vue de Macready qui regarde par la fenêtre en Colombie-Britannique. Ça implique d'avoir prédécoupé son film de manière très précise et d'avoir une très bonne script afin d'assurer correctement la continuité. Bref, c'est du beau boulot et le plan des décors va naturellement à The Thing. Ça y est, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Si mon très cher acolyte et moi-même sommes assez excités, c'est parce que nous allons enfin aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Nous allons parler des effets spéciaux. Youhou! Alors mettons tout de suite les choses au clair. J'aimerais tout d'abord différencier les effets spéciaux des effets visuels. Les effets spéciaux, c'est tous les effets que l'on fait devant la caméra. Par exemple ça. What is it? C'est-à-dire les fumigènes, les projections de faux sang, les explosions sur le plateau, les animatroniques, etc. Et les effets visuels, tout ce qu'on fait en post-production après le tournage. Par exemple ça. C'est-à-dire les incrustations, de la motion capture, etc. À l'époque où se tournaient ces deux films, on utilisait beaucoup d'effets spéciaux et peu d'effets visuels. Ça coûtait en effet très cher de créer des effets visuels sur pellicule. Et c'est ce qui fait tout le charme de ces deux films. Ils ont gardé toute la fraîcheur de ce joli savoir-faire. Pour les profanateurs, nous avons quelques jolis effets spéciaux. Je retiendrai plus particulièrement deux séquences, la première étant celle où Matthew s'endort dans son jardin, tandis que les cosses fleurissent autour de lui. Alors oui, c'est vrai qu'on n'en ferait pas des bouquets de ces fleurs-là, mais c'est quand même pas mal foutu. On retrouve ici une belle combinaison d'effets spéciaux et d'effets visuels. Car si les racines qui s'agrippent à la main de Matthew sont bien réelles, on remarque néanmoins que le plan a été tourné dans un sens et monté à l'envers. Pour le reste, on retrouve les vieux trucs du cinéma de genre de l'époque. Les cosses sont des marionnettes manipulées hors champ, et les monstres qui en sortent des enfants et des combinaisons en latex barbouillées d'un maximum de trucs gluants. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. C'est à l'ancienne, mais comment ne pas craquer? On adore. La deuxième séquence est celle de la mort d'Elisabeth. Mais non, elle n'est pas morte. Elle est simplement renouvelée. C'est indolore. Ah, toi aussi tu en fais partie? Là aussi c'est à l'ancienne, mais ça fonctionne plutôt bien. Ça se déroule en deux temps. Tout d'abord, l'équipe a fixé sur le visage de Brooke Adams des fils de pêche en les recouvrant par endroits de latex transparent. Fils qui sont simplement arrachés durant la prise depuis le hors-champ, donnant l'impression qu'elle perd des couches de peau. Ou alors simplement en tirant dessus, ce qui donne l'impression que son visage se creuse de l'intérieur. Ensuite, au détour d'un cut, ils ont remplacé Brooke par un mannequin d'elle en latex rempli d'air qu'ils ont vidé durant la prise. Alors oui, ça se voit, mais comment ne pas aimer ce genre de vieux procédé? Pour The Thing, vous le savez, c'est un autre caramel. Arrête avec cette expression. C'est un autre caramel, disais-je. Car là, oui messieurs dames, on touche au miracle de l'amour. Il était une fois un jeune homme de 20 ans qui rêvait de travailler avec John Carpenter depuis qu'il avait vu Halloween. Par chance, ce jeune homme rencontra Dean Cundey sur le tournage d'un film. Dean lui présenta John, et John lui proposa de s'occuper des maquillages sur son film The Fog. Un an plus tard, John rappela ce jeune homme pour lui proposer de s'occuper des effets spéciaux de The Thing, et ce jeune homme était Rob Bottin. Cut! Thank you very much, Mr. Bottin. Alors,
Pour ceux qui ne savent pas encore qui est Rob Bottin, sachez que vous avez tous déjà vu son travail. Il a par exemple travaillé sur les maquillages ou les effets spéciaux de ces quelques films. Total Recall, Basic Instinct, L'Associé du Diable, La Guerre des Étoiles, L'Aventure Intérieure, Robocop, Seven, Mission Impossible, Las Vegas Parano et Fight Club. Son travail pour The Thing est absolument remarquable de créativité et d'ingéniosité. Il y a beaucoup de scènes marquantes dans The Thing, que ce soit celle de l'autopsie, celle de la transformation du chien, celle de la tête mâchoire mangeuse de tête, ou celle de la transformation finale. Comme autant de bonbons dans une confiserie. Nous en retiendrons une en particulier, une séquence absolument mythique qui fait le bonheur des amateurs de genre depuis bientôt 40 ans. Il s'agit bien évidemment de celle du ventre à dents. Clear! Et il y en a du boulot pour cette mémorable minute du 7e art. Pour simplifier, on la divisera en 3 parties. L'ouverture de ventre, la bête au plafond et l'arrachage de tête. Pour l'ouverture du ventre, il faut tout d'abord savoir que Charles Hallahan, l'acteur jouant Norris, était en réalité accroupi dans la table avec simplement sa tête, ses épaules et ses bras qui ressortaient. Le reste de son corps étant une réplique parfaite du sien, équipé d'un mécanisme permettant l'ouverture du ventre grâce à des vérins hydrauliques. Pour réaliser l'arrachage des bras du docteur, Rob Bottin va rivaliser l'imagination. On va reprendre ça plan par plan. Tout d'abord, Rob et John réalisent le plan où le ventre s'ouvre et où les vrais bras de Richard Dysart, l'acteur jouant le docteur, s'enfoncent dans le ventre. Suivi d'un plan serré où les bras du docteur étaient remplacés par des répliques. Des prothèses faites de gélatine et d'os en cire, permettant à la mâchoire hydraulique du ventre de se refermer en les arrachant. Puis, pour réaliser ce plan large, Richard Dysart a en réalité été remplacé par une doublure masquée, un véritable manchot équipé de prothèses de bras arrachés. Je crois que je viens de tomber amoureux. Oui, ça laisse rêveur. Pour réaliser la partie de la bête au plafond, Rob Bottin utilise une marionnette animatronique fixée au plafond animée hors champ. On remarquera d'ailleurs qu'on ne la voit pas sortir du corps de Norris. Nous avons le plan en contre-plongée sur le corps de Norris, un reaction shot sur MacReady, puis un panoramique révélant la chose sortie du corps de Norris avec la tête du docteur. Mais ce n'est pas fini, car arrive la 3e partie, l'arrachage de tête. MacReady enflamme la chose et la tête de Norris commence à se séparer de son corps. Et comme un dessin vaut 1000 discours, regardons ensemble un schéma de l'installation. On retrouve donc 3 opérateurs, un pour pousser la tête hors du corps, un marionnettiste pour faire bouger la tête, les yeux et la langue durant l'opération, et un dernier s'occupant de faire gicler un maximum de sang lors de la séparation. Bref, ça c'est la séquence qui claque, et le point des effets spéciaux, vous vous en doutez, va à Rob Bottin. Pour ce round, nous avons choisi d'analyser une petite séquence des profanateurs, et plus précisément celle dite des jambes. Matthew et Elizabeth marchent dans la rue en essayant de se faire passer pour des doubles, mais seront rapidement démasqués. Cette séquence est pour moi particulièrement intéressante car le langage y est purement cinématographique. Je m'explique. La séquence commence par un long travelling latéral suivant les jambes du couple. Ils avancent dans la rue l'air de rien quand soudain, ils percutent un groupe de doubles. Le travelling stop avant de repartir dans l'autre sens en suivant les jambes de ce groupe. Nous arrivons au 2e plan nous montrant les visages inquiets d'Elizabeth et Matthew avant d'enchaîner sur un 3e plan qui nous montre les jambes du groupe de doubles se réunir avant de commencer à suivre le couple. Ce montage alterné entre le couple et les doubles continuera en s'accélérant jusqu'à la fin de la séquence. Plan 18, un panoramique latéral où les doubles se lanceront à la poursuite d'Elizabeth et Matthew en hurlant. Nous remarquerons tout d'abord que nous ne verrons jamais le visage des doubles dans cette séquence. Les doubles n'étant pas montrés comme des humains, avec un visage et des expressions, mais bien comme un groupe de choses, une meute de jambes. Nous remarquerons ensuite que la séquence s'emballe petit à petit, jusqu'à la course effrénée de la fin. Cet effet d'emballement est dû à l'accélération de la musique, rythmée par le bruit des pas. Les cuts accélèrent et la valeur des plans sur le couple change. Nous passons en effet d'un plan moyen à un plan serré sur le couple, ce qui nous donne cette sensation d'enfermement. Les doubles se rapprochent, le piège se referme, tout comme le cadre qui emprisonne nos héros. Ce que je trouve particulièrement créatif dans cette séquence, c'est la manière dont Kaufman nous révèle le couple. Elizabeth et Matthew seront les seuls dont nous verrons les visages durant cette séquence. Waouh, alors ça c'est de l'analyse. T'as vu le film toi, non? Oui, mais la vraie question c'est quand est-ce que nous voyons leur visage pour la première fois? Et c'est là où Kaufman est un petit malin, car ce n'est qu'au moment où Matthew et Elizabeth se font démasquer que nous voyons leur visage, et pas avant, ce n'est qu'au moment où ils se font remarquer que la caméra les révèle. Car si au départ rien ne les distingue du reste de la foule, ce ne sont que des paires de jambes parmi tant d'autres, quand ils sont percés à jour, la caméra les montre, les désigne en les cadrant. Ils sortent du lot, de la masse, devenant visuellement étrangers à la meute. Cette séquence est vraiment très créative car elle parvient à la fois à distinguer à l'image les doubles des humains et, sans aucune parole, à dérouler une ligne narrative très claire soutenue par une forme qui lui donne toute sa puissance. Bref, c'est du vrai cinéma quoi. Après ces différentes tergiversations, nous allons pouvoir décerner les différents prix du « mais quoi-t-il donc que cette affaire ?» Le prix du meilleur plan est décerné à The Thing pour...
Un plan purement fantastique, simple et parfaitement exécuté, avec un final digne d'un film noir de haute voltige. J'adore ce plan, son tempo, le fait qu'on soit à la hauteur du chien, le fait que le chien soit parfaitement dirigé. C'est jamais simple de tourner avec un animal, mais là... Le prix du plus beau caméo est décerné à L'Invasion des profanateurs pour l'apparition de Robert Duval en prêtre chelou au début du film sur une balançoire. Le prix du mec le plus chelou est décerné à L'Invasion des profanateurs pour ce mec. Let me show you something really chewy. What? Ever seen one of these up close? Le prix du plan le plus badass revient à L'Invasion des profanateurs pour... Ah, ce que j'aime cette femme arpentant ce décor en flammes avant de crier son courroux à la face du monde. Le prix de la plus belle affiche est évidemment décerné à The Thing. Pour conclure ce combat venu d'ailleurs, toute l'équipe de Cinéma Arena est heureuse de vous proposer la croisée des analyses. L'Invasion des profanateurs et The Thing sont deux remakes qui racontent deux invasions de la Terre par des organismes extraterrestres. Dans les deux cas, ces organismes utiliseront l'homme pour se répandre, soit comme dans l'Invasion des profanateurs en les copiant, soit comme dans The Thing, en les absorbant. Dans les deux cas, nos héros lutteront donc à la fois pour se sauver eux-mêmes de la mutation et pour préserver l'espèce humaine de l'extinction, et dans les deux cas, cette lutte leur coûtera la vie. L'Invasion des profanateurs et The Thing, une chose et son inverse. Je m'explique. Dans les deux cas, il est question de l'être et de l'autre. En effet, si on devait résumer les deux films à une seule et même question, ce serait sûrement « Qui es-tu » Les héros n'ayant de cesse de se demander si la personne qu'ils ont en face d'eux est encore ou non un des leurs, s'ils se reconnaissent encore ou pas avec autrui. Mais c'est ici que les films divergent. Dans l'Invasion des profanateurs, les humains sont remplacés, leurs corps sont copiés et les originaux littéralement jetés aux ordures. Et dans The Thing, les humains mutent, leurs corps sont recyclés, transformés en autre chose. De plus, si dans l'invasion l'état larvaire des extraterrestres c'est une plante amenée à devenir à l'image de l'humain pour mieux le remplacer, dans The Thing, l'état larvaire de la chose c'est l'image de l'humain, amenée à se transformer pour devenir justement autre chose. Bref, si dans l'invasion des profanateurs les extraterrestres se transforment en nous, dans The Thing, nous nous transformons en eux. Enfin, et c'est peut-être ici que se situe la grande différence entre les deux films, si dans l'invasion des profanateurs nous avons des extraterrestres qui viennent instaurer un régime absolument totalitaire, basé sur l'ordre et l'élimination de la différence, un groupe qui s'étend et remplace très méthodiquement tout un chacun et qui dans l'uniformisation des êtres trouve sa puissance. Dans The Thing, nous avons un extraterrestre qui amène le désordre des groupes et le chaos des corps, les membres de la station devenant ennemis en se suspectant les uns les autres et les corps subissant de dramatiques mutations une fois contaminés. Un être qui absorbe de manière indifférenciée tout ce qui l'entoure et qui, se diversifiant ainsi, s'en trouve renforcé. L'union fait la force. Si dans l'invasion on étouffe la différence dans son sommeil, dans The Thing on l'annule en l'absorbant, c'est-à-dire en la rendant sienne. Et si la différence entre les êtres disparaît, il n'y a donc plus d'autres à proprement parler. Si dans l'invasion des profanateurs on nous dit que nos différences sont ce que nous sommes, que nous ne sommes pas humains parce que nous avons deux bras, deux jambes et un visage, mais parce que nous avons des émotions, des joies, des peines, des opinions, de l'humour et du désir, que cet état de fait engendre certes de l'incompréhension, de l'injustice et du chaos, mais qu'il faut défendre ces différences puisque ce sont elles qui nous distinguent. Dans The Thing, on nous dit que nous sommes certes très différents, que nous n'aimons pas tous la même chose, que nous n'avons pas les mêmes valeurs, qualités ou compétences, qu'il est parfois difficile de cohabiter, de s'apprécier ou de se comprendre, mais que malgré cet état de fait, nous nous ressemblons tous énormément. Qu'il faut savoir faire fi de ces différences, pour faire groupe, sans quoi nous ne sommes que de petites cellules incapables de survivre au chaos qui nous entoure et nous dévore. Bref, l'invasion des profanateurs nous dit que la pluralité des êtres est essentielle, et The Thing illustre le fait que l'unité des groupes est salvatrice. Waouh! Alors là, ça me trouble. Bah merci, c'est gentil. Non mais je veux dire, waouh! Enfin, et malgré le fait que les deux films portent un message clair et plutôt bien illustré, il nous semble que l'invasion des profanateurs parvienne mieux à véhiculer un propos qui nous semble essentiel en ces temps troublés. Amen. Tout d'abord lors de ce plan. À la 6e minute, Kaufman nous propose un long travelling avant où Elisabeth parle à Jeffrey de la fleur qu'elle a trouvée. On entend Elisabeth nous donner la définition du mot anglais grex, qui désigne la combinaison de deux espèces en une troisième, qui est l'histoire du film, mais aussi ce que semble définir ce plan. En effet, à la fin du plan, où l'on voit Jeffrey dans le reflet, il est déjà présenté à l'image comme un homme-plante. Ensuite, la brisure du pare-brise de Matthew, pouvant paraître anecdotique, et qui pourrait en réalité représenter le fait que la société qu'il voit au travers est déjà brisée, fissurée, mais peut-être surtout le fait que cette brisure reprenne trait pour trait les formes des racines extraterrestres en train de se répandre.
Enfin, la scène où Matthew discute avec l'homme de la laverie. Cet homme lui dit que sa femme n'est pas sa femme juste avant de lancer une machine qui souffle de l'air dans un manteau. Il s'agit là pour nous d'une magnifique illustration de tout le propos du film. En effet, cette image illustre bien le fait qu'on remplit une forme humaine d'autre chose que d'un humain, ce que feront les extraterrestres durant tout le film. Un point pour les plantes vertes. Le grand vainqueur de ce 4e épisode de Cinéma Arena est, après des comptes des points, roulement de tambour, L'Invasion des profanateurs avec 8 points contre 7 pour The Thing. Malgré ce score, ces deux films sont véritablement immanquables, bourrés d'idées et de scènes désormais classiques. Deux films qui ont marqué de leur sceau ce doux cinéma de genre que nous aimons tant. Deux films qui nous rappellent que le cinéma c'est comme le bon vin, c'est meilleur entre potes. Un petit verre ? A bientôt pour de nouveaux combats. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, la télévision est un meuble et le cinéma un art. On vous bisouille bien la gueule. Et souffrir.